Égypte, baie d'Aboukir, été 1998. Franck Gaudiot, un des meilleurs experts du monde en archéologie sous-marine, entreprend de fouiller l'épave de l'Orient, un navire disparu il y a 200 ans. À la tête de l'escadre française, ce vaisseau amiral emportait avec lui le rêve impérial de l'un des plus grands stratèges de l'histoire, le général Bonaparte. Franck Gaudiot veut comprendre pourquoi et comment le génie militaire de Bonaparte a pu être mis en échec et un navire réputé invincible envoyé au fond par la flotte anglaise lors d'une des plus sanglantes batailles de l'histoire navale. L'Orient avait été retrouvé en 1984 par l'archéologue Jacques Dumas qui avait entrepris une première fouille succincte à laquelle il avait invité Franck Gaudiot. Le but de cette expédition était de chercher dans quelles conditions l'Orient fut foudroyé ce 1er août 1798 avec d'autres navires de guerre composant l'escadre qui l'accompagnait, entraînant dans la mort des milliers de marins. Quand j'ai plongé en 1984 pour la première fois avec Jacques Dumas sur cette épave, j'ai eu un immense plaisir. C'est de découvrir une inscription gravée sur cette pièce qui dit « Le Dauphin Royal ». Or, le Dauphin Royal était le nom de l'Orient avant la Révolution française. Donc, depuis ce moment, nous avions la certitude que cette épave sur laquelle nous travaillions était le navire amiral de Bonaparte, l'Orient. La tragédie s'amorce il y a 200 ans à Aboukir, une baie à 25 km au nord d'Alexandrie, lorsque la France et la Grande-Bretagne, les deux nations rivales les plus puissantes de l'époque, s'affrontent dans une bataille navale dont l'issue sera décisive car l'enjeu est considérable. Une victoire britannique confirmerait la suprématie anglaise sur les mers. Une victoire française ouvrirait à Bonaparte avec la possession de l'Égypte le contrôle de la route des Indes, la plus riche des possessions de la couronne britannique. De quoi affaiblir durablement l'ennemi héréditaire. Dans l'après-midi du 1er août 1798, la flotte britannique repère l'escadre française. Une bataille sans merci s'engage. Elle ne s'achèvera que le lendemain. Elle rentrera dans l'histoire sous le nom de bataille navale d'Aboukir. Par la stratégie employée et le caractère massif des destructions, elle marque une ère nouvelle dans la guerre maritime. « 200 ans plus tard, avec l'aide d'historiens et de scientifiques de diverses disciplines, mobilisant des moyens considérables, faisant appel aux technologies les plus avancées, Franck Gaudiot et son équipe tentent de retrouver les vestiges de cette nuit qui vit disparaître en quelques heures la flotte de Bonaparte et de comprendre comment le drame s'est déroulé. Les premières plongées sont fructueuses. Elles permettent en effet de retrouver non seulement les restes de l'Orient, mais encore un véritable cimetière de navires avec une partie de leur armement. Des cordages hachés par la mitraille. Et, plus émouvant, les restes de milliers de marins disparus. Knowing that 1,000 people died in the blink of an eye on this ship
does make you think, and sometimes we find evidence of human remains on the bottom. And it does give you pause and you stop and think about what it would be like. I'm a sailor, everybody here is a sailor, and we've all spent time on ships, and these guys are just like us, and they all just went away in a flash. En dégageant un vestige, un plongeur découvre des pièces d'or intactes, aussi belles que si elles venaient d'être fondues. Une partie du trésor de Bonaparte. Mais d'où vient-il? Elles sont d'origine variée, des pièces françaises du temps de Louis XV, des pièces de l'ordre de Malte, François-Emmanuel de Rohan, grand maître. Malte. Sur le chemin de l'Égypte, les soldats de Bonaparte avaient conquis et pillé les riches églises de ce singulier royaume d'un ordre de moines soldats remontant au 8e siècle, dont la puissance et la richesse fascinaient depuis toujours l'Occident. Les chevaliers de l'ordre de Malte. Ce pillage lui permet de financer son expédition. C'est qu'après 8 ans de révolution, les finances de la France sont dans l'incapacité de soutenir les dépenses d'une campagne aussi lointaine. Bonaparte ambitionne de réaliser le rêve le plus long de l'histoire, le mariage de l'Occident et de l'Orient. Son génie organisateur est tel qu'en très peu de temps, il bâtit son immense corps expéditionnaire depuis le port de Toulon. L'armée d'Orient, c'est 30 000 hommes, portés par 280 bâtiments de commerce, plus 54, pour assurer sa protection, 54 bâtiments de guerre, dont 13 vaisseaux. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 semaines, la France a mis sur pied à peu près 50 000 hommes, c'est-à-dire qui correspond à peu près à la ville de Strasbourg, la 9e ville française de l'époque. Lorsqu'il met le cap sur l'Égypte, ce général de 28 ans, habité par des rêves de grandeur, ne doute pas qu'il aura avec l'histoire de nombreux rendez-vous. Il prend naturellement le commandement de l'expédition et embarque avec lui 167 intellectuels, la fine fleur des scientifiques et artistes français. Parmi eux, Monge, le mathématicien, Berthollet, le chimiste, Vivant Denon, le graveur. Leur présence atteste la hauteur de vue de Bonaparte, pour qui cette campagne n'est pas uniquement guerrière, bien qu'elle revête pour la France une importance considérable. Il faut bien comprendre, en 1798, la France et l'Angleterre sont dans une impasse stratégique. C'est-à-dire que la France est une puissance continentale qui vient d'obtenir en octobre 1797 la paix avec tous les pays européens. Elle n'a donc plus qu'un seul ennemi, l'Angleterre. La chasse gardée de l'Angleterre, c'est la mer. Elle entend y rester maîtresse. En mai 1798, le gouvernement britannique donne l'ordre à Horatio Nelson, vice-amiral de 39 ans, d'anéantir la flotte française. Nelson est un homme colérique mais courageux. N'hésitant pas à s'exposer, il a perdu un bras et un œil au combat. C'est également un stratège chez qui la réflexion précède toujours l'action. Il a pour adjoint le capitaine Thomas Troubridge, un excellent marin qui partage avec lui la haine de Bonaparte, la crapule corse, comme il le surnomme. Dès mai 1798, il lance contre lui sur les mers une traque sans merci. 200 ans plus tard, l'épave de l'Orient repose sur les fonds vaseux de la baie d'Aboukir. C'était un navire magnifique, d'une importance historique considérable. Les plongeurs repèrent le gouvernail éloigné de 60 mètres de la partie centrale du navire. Une pièce de 15 tonnes, mesurant 11 mètres de long. L'Orient était un des plus grands et impressionnants navires de guerre de son temps.
Il avait 120 canons. C'était une véritable ville flottante avec plus de 1200 hommes à bord. Étant navire amiral, Bonaparte était à bord quand il est venu en Égypte. « 4000 chênes géants ont été abattus pour le construire. Près de 70 mètres de long, 3 ponts. Il pouvait emporter 1200 hommes, soldats, marins, artisans, scientifiques. C'était une exceptionnelle machine de guerre. Parti d'Angleterre, Nelson se lance à la poursuite de la flotte de Bonaparte. Il ignore tout de sa destination car le but de l'expédition française est tenu secret. La repérer en Méditerranée, c'est-à-dire au milieu d'1,5 million de kilomètres carrés, paraît une mission irréalisable. En préparation de l'affrontement, Nelson a entraîné ses canonniers à tirer au rythme de 3 salves toutes les 5 minutes, une cadence plus rapide que celle des canonniers français. Confiant parce qu'il les a bien préparés, il laisse une large initiative à ses capitaines, Thomas Foley, Thomas Trowbridge, Edward Berry. Baie d'Aboukir, linceul des hommes, semé des vestiges de la bataille. Les restes de l'Orient sont dispersés sur une surface d'environ 6 hectares. Franck Gaudiot sait que leur recherche sera particulièrement difficile. Les plongeurs étudient le fond de carène du navire recouverte d'un sable qui l'a protégé du pourrissement. Ils découvrent la présence d'importantes pompes de cale. À partir de l'une d'elles, ils mettent en place des lignes de base, en vue de situer avec précision chaque objet retrouvé. Obstinément, Nelson poursuit sa chasse. Son intuition lui dit que le but de Bonaparte est de débarquer à Alexandrie. Un matin de juin, il se présente au large des côtes égyptiennes. Déception, Bonaparte n'y est pas. Aucune trace des Français. Dépité, Nelson reprend sa poursuite au large. 24 heures plus tard, Bonaparte, qui suit une route parallèle à celle de Nelson, pénètre avec toute sa flotte dans la baie d'Alexandrie, la ville aux 2000 ans d'histoire. Il y a 2000 ans, Alexandrie était appelée l'entrepôt du monde. C'était un centre commercial d'une très grande richesse. Tous les produits du monde connu y parvenaient. Épices, tissus, papyrus, or, ébène, tout y était disponible. Au cours des siècles, son importance décrut. Et quand en 1798, Bonaparte y débarqua, ce n'était plus qu'une petite bourgade de 6000 habitants. En fait, Bonaparte avait choisi cet endroit car il savait que la ville n'y offrirait pas de résistance. 29 juin 1798. Dans la nuit et le gros temps au milieu d'une baie hostile, Bonaparte fait débarquer les 37 000 hommes du corps expéditionnaire et conquiert Alexandrie en quelques heures. Quand Bonaparte arriva sur les côtes d'Égypte, il décida de débarquer ses troupes ici, sur la baie ouest, beaucoup plus large que le port est d'Alexandrie. L'accès de cette baie est très dangereux à cause des récifs. Il fallait toute l'audace et le génie de Bonaparte pour tenter une telle opération le jour même de son arrivée, au soir tombant.
L'amiral Bruet, qui commande l'escadre, voulait reporter à plus tard le débarquement. Bonaparte, plus téméraire, avait imposé son point de vue. Avant de monter vers le Caire, Bonaparte donne l'ordre à Bruet de mettre l'escadre à l'abri des Anglais, soit dans le port d'Alexandrie, soit à Corfou. Bruet n'est pas d'accord, considérant qu'en cas de revers terrestre, il pourra mieux porter assistance ou rapatrier les troupes. Il opte pour la baie d'Aboukir. Décision funeste. Pour délimiter l'espace de fouille, Franck Godiot et son équipe utilisent un GPS différentiel sous-marin. Cet instrument, en liaison avec plusieurs satellites et une base à terre, indique les longitudes et les latitudes avec une précision de 50 cm. Les bouées matérialisent à la surface le périmètre de fouille. Quand il remonte, le plongeur vient ici et donne les informations sur son travail au fond. Alors on reporte dans l'ordinateur toutes les données relatives à chaque objet pour pouvoir le positionner précisément sur la carte générale de la fouille. What have you found this morning? This is a buoy. Yeah. Appears to be about a meter long, and all in copper. 3 semaines après le débarquement difficile de la nuit du 29 juin, sur le plateau de Gizeh près du Caire, Bonaparte est confronté à une armée mamelouk plus nombreuse de 10 000 hommes. Inspiré par les lieux, il galvanise ses troupes avec cette proclamation restée dans les mémoires. Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Les Français écrasent l'armée mamelouk. À bord de l'Orient ancré dans Aboukir, les conditions de vie sont difficiles. Malheureusement, le général n'a pas pu donner suite. Les provisions manquent. Une partie de l'équipage est envoyée à terre pour rapporter des vivres et de l'eau. La chaleur accable les hommes et l'eau infectée leur donne la dysenterie. Vous avez combien d'hommes à terre? Environ 1500, amiral. C'est trop. L'escadre doit être sur le qui-vive. Les Anglais nous cherchent. Bruet, dans cette situation critique, demande vainement de l'aide à Bonaparte. L'Orient possédait 120 canons et 6 caronades, appelées ainsi car construites à Caron, en Écosse. D'invention anglaise récente, terriblement efficace, ces pièces d'artillerie légères d'un maniement plus facile que les canons pouvaient tirer en mitraille jusqu'à 30 kilos de balles. Leur portée était meurtrière, jusqu'à 350 mètres. Les plongeurs en découvrent 2, témoignage d'un affrontement historique jamais oublié. Rude tâche pour remonter en surface ces pièces de bronze parfaitement conservées, au contraire des canons en fer attaqués par la rouille. On a là une caronade de bronze de 36. Il y en avait 6 comme celle-là sur le pont de l'Orient, sur la dunette arrière. Cette caronade a envoyé des munitions de 36, c'est-à-dire de 36 livres. Une arme très meurtrière. Il y a une inscription gravée là. Philippe, tu l'as vu? Le 10 mars 1788 à Toulon par Jean-Baptiste Martinac, maître fondeur. C'est magnifique, Ça, hein? une bonne partie, la moitié. L'équipe de Franck Godiot retrouve d'humbles objets qui rappellent la vie quotidienne des marins de cette fin du XVIIIe siècle sur ces navires qu'ils surnommaient le monde en bois. Des fioles de la pharmacie de bord éparpillées sur les fonds. Il est difficile d'imaginer l'importance de ces navires. 600 hommes pouvaient embarquer sur un vaisseau de 74 canons. Les hommes étaient entassés sous les ponts. Leur hamac ne dépassait pas 35 cm de largeur.
Chaque objet témoigne du temps, des hommes et de leurs besoins. En vérité, il témoigne de l'histoire, de la pitoyable histoire des 100 grades, transformés en chair à canon, et qui ne sont pas moins anonymes morts qu'ils l'étaient vivants. Alors, il y a les objets usuels aussi, de la vie à bord, de tous les jours. On voit là une très jolie petite pipe avec un visage. Tout ce qui concerne un peu l'habillement, avec des boutons, où on voit les numéros du régiment ici, 18. On en trouve des milliers pendant la fouille. Très souvent à côté d'ossements d'ailleurs. On a les boutons avec, ça c'est les 2 canons entrecroisés et l'encre avec Marine de la République. Alors là, on a des choses très intéressantes, ce sont les plombs d'imprimerie qu'on a retrouvés. Bonaparte avait pris une imprimerie à bord qui devait servir à imprimer les déclarations de Bonaparte. Ça, ce n'est qu'un tout petit nombre d'objets par rapport à ce qu'on retrouve tous les jours. Un plongeur trouve une broche en or, un bijou de femme. Qui en racontera l'histoire? Preuve d'amour donnée à un marin par la femme qui l'aimait? Ou peut-être y avait-il des femmes à bord? Il y avait des vivandières qui font partie des personnels de l'armée, qui suivent donc les troupes et qui s'occupent des vivres et des boissons. Il y avait des couturières, il y avait des lavandières, des blanchisseuses, et puis il y avait des femmes non officielles. On dit qu'il y en avait 300. On dit qu'il y avait des femmes qui étaient travesties, qu'il y aurait des prostituées. Il y avait des épouses très officielles aussi. On y trouvait aussi des enfants. Certains qui avaient tout juste 6 ans portaient la poudre au canonnier. L'époque n'était pas très regardante. Nelson lui-même fut marin à 12 ans. Un garçon de 10 ans écrit à ses parents « We live on biscuit, which quite makes your throat cold in eating thanks to the maggots, which are very cold when you eat them. Indeed, I don't like this life very much. » 28 juillet 1798. Depuis 3 mois qu'il recherche Bonaparte, Nelson reçoit enfin une bonne nouvelle apportée par Troubridge. La crapule corse est en Égypte. En 3 jours, la flotte britannique fond sur la côte égyptienne. À Aboukir, ses frégates repèrent la flotte française. Thanks be to God. Signal to prepare for battle. Yes, sir. Nelson, accablé par le mal de mer depuis plusieurs jours, se nourrit pour la première fois. Emphatique à son habitude, il annonce à son entourage que les prochaines heures lui apporteront la gloire ou la mort. 1er août 1798, fin de l'après-midi. Les 14 navires de ligne de la flotte britannique arrivent en vue des 13 navires français. C'est le moment de l'épreuve de vérité. 2 ambitions, 2 rêves impériaux s'affrontent. L'un des 2 ne se réalisera jamais. Le soleil bascule en embrasant l'horizon. À bord de l'Orient, Bruet voit la flotte britannique avancer. Amiral, les Anglais approchent. Il est seul à décider car Bonaparte est retenu au Caire, confronté à une rébellion. Bruet va commettre une première erreur d'appréciation. Nous avons le temps. Il n'imagine pas un instant que Nelson, contrairement à la tradition, attaquera la nuit. Quand le soir s'installe, il se rend compte de sa méprise. Une longue vue. L'amiral Bruet a peut-être vu Nelson arriver au travers de cette longue vue. Bruet, manquant d'hommes car le tiers de ses équipages est à terre à la recherche de vivres, décide que la flotte française combattra à l'ancre. Les Anglais se rapprochent.
La baie d'Aboukir est très ouverte. Elle est exposée au vent du nord, mais protégée sur sa partie ouest par une barrière de récifs qui se termine à l'îlot Nelson. La baie est très peu profonde, environ 3 à 6 mètres de fond. C'est seulement par ici que la flotte française a pu s'ancrer, car un bateau comme Orient avait plus de 8 mètres de tirant d'eau. Sur instruction de Bruet, les navires français ancrés sont reliés les uns aux autres par des câbles pour empêcher les Anglais de couper leurs lignes. Le fort tirant d'eau de l'Orient contraint la flotte française à mouiller loin des côtes, laissant aux bateaux anglais l'opportunité de largement manœuvrer entre elle et la terre. Seconde erreur, mais ce n'est pas tout. La grande surprise de la bataille d'Aboukir, c'est que les Français s'attendaient à ce que les Anglais les attaquent avec des forces supérieures. Or, les forces étaient équivalentes. Il y avait 13 vaisseaux du côté français, 14 du côté anglais. Et surtout, la France avait une supériorité dans l'artillerie. Chaque canon de 36 est servi par 15 hommes. Les boulets tirés à bout portant jonchent les fonds. Ils attestent la violence de l'affrontement. Les plongeurs découvrent aussi des boulets ramés qui, en tournoyant, déchiquetent voiles et gréements. Parfois, un objet insolite intrigue. Ce canon miniature était indispensable aux canonniers. Un petit canon de bronze, intact, superbe. Probablement pour tester à poudre. I think it's an opportunity to many of us that enjoy history. We can read in books and see some things, but when you get to dive on it, you get to connect with something and learn more about it than any historian has ever been able to before, and you feel like you're really, really lucky to have that opportunity. Depuis un moment, Nelson a donné l'ordre à chacun de prendre son poste de combat. Les tambours battent le rappel. Sous les ponts, les hommes se préparent à l'attaque. Ils répandent du sable au sol, car le sang le rendra glissant. Un canonnier anglais racontera plus tard la fièvre et l'angoisse de ces moments avant la bataille. The sun was setting as we went into the bay, and a red and fiery sun it was. I would, if I had my choice, been on deck. There I would have seen what was passing, but every man does his duty with spirit. John Nichol, gunner on the Goliath. Les Anglais avancent portés par un vent favorable. Mais trop pressés d'entrer au contact de l'ennemi, négligeant de sonder les fonds, un navire anglais s'échoue. Le Culloden était le bateau de tête. Il toucha ce rocher là-bas et Nelson lui demanda de rester à cet emplacement pour servir de repère aux autres navires. Ce rocher est toujours appelé de nos jours le rocher du Culloden. Le commandant du Goliath, le capitaine Follet, engage une manœuvre audacieuse. Malgré les fonds peu profonds, il passe entre l'île et le navire de tête français. Il est suivi par une partie de la flotte anglaise. Bruet, lui, n'a pas prévu de défense du côté de la terre, laissant ainsi grand ouvert un passage aux Anglais. Et c'est là que s'est jouée la bataille, parce que Bruet va être totalement paralysé par le fait que Nelson va attaquer l'avant-garde, c'est-à-dire l'avant-garde qui est les bâtiments qui sont en plus mauvais état, au même point que les deux premiers bâtiments n'ont même pas leur batterie ouverte du côté de la terre.
Le Goliath tire une salve sur le Guerrier, vaisseau de tête de ligne français, totalement pris au dépourvu, car tous les vaisseaux de Bruet sont prêts à tirer à tribord et non pas à bâbord. Plusieurs vaisseaux anglais s'engouffrent derrière le Goliath, prenant la flotte française entre deux feux. Sur l'Orient, un incendie se déclare. Des pièces calcinées attestent l'ampleur de l'incendie. C'est un cauchemar. Le feu est redouté des marins car les navires en bois sont calfatés par du brai. Tout est inflammable, les voiles, les cordages. De plus, des soutes de l'Orient sont chargées d'une quantité énorme de barils de poudre. Impitoyablement, la flotte de Nelson remonte la ligne française jusqu'à l'Orient. Avec une précision et une rapidité exceptionnelles pour l'époque, les canonniers anglais tirent salve sur salve, presque une chaque minute. Lorsque le Vanguard, vaisseau amiral de Nelson, avance vers la ligne française, deux vaisseaux pivotent sur leur ancre et ripostent. La réplique est foudroyante. Le Vanguard est littéralement balayé par les boulets. Le fond de la mer est aujourd'hui encore couvert d'armes, de boulets et de grenailles. 200 ans après l'explosion, le sédiment dégage encore une odeur de poudre. Navires anglais et français sont face à face. Moins de 30 mètres les séparent. Nelson est atteint à la tête par un projectile qui lui arrache le cuir chevelu. Ensanglanté, on l'emmène chez le chirurgien du bord. On rapporte qu'il insiste pour prendre son tour dans la file des marins blessés. Un peu plus tard, sur le ton théâtral qui lui est coutumier, il demande qu'on rappelle son souvenir à sa femme. Persuadé de ne jamais connaître la suite de cette bataille, il se prépare à mourir. On le comprend, car à cet instant, le Vanguard, son vaisseau amiral, subit les tirs en salve des canons français. Cette nuit du 1er août 1798 est l'une des plus sanglantes de l'histoire des batailles navales. Les fonds qui ont tout englouti regorgent d'objets ayant appartenu à ces milliers de marins disparus. Cette châtelaine en or, qui est très belle, avec ses deux sceaux et les lettres A et B, et puis aussi cette montre à gousset en or. On voit encore le mécanisme. Elle est très bien conservée, c'est émouvant. Ce sont des très beaux objets. Depuis 200 ans repose ce symbole de la qualité d'officier et de la tradition guerrière. On a trouvé hier ce sabre d'officier de marine, très bien conservé. La poignée était de bronze, le fourreau était fait de bois et de cuir. On verra tout ça à la restauration, très bien. On pourrait restaurer complètement. La baie d'Aboukir reste hantée du grondement des canons. Sur le Vanguard, Nelson perd son sang. Toujours mélodramatique, il croit sa dernière heure venue. Il a tout de même la satisfaction de voir 5 vaisseaux français amener leur pavillon. So, the French ship that engaged
Pour le réconforter, on lui apporte l'épée d'un officier français qui vient de se rendre. Surclassée par les navires anglais qui, eux, peuvent manœuvrer, la flotte française est désormais à leur merci. Deux d'entre eux, le Swiftsure et l'Alexander, canonnent la partie la plus vulnérable de l'Orient, sa poupe. Car si la coque du navire est construite en bois très épais, la poupe, elle, est faite de vitres pour le confort des officiers. En touchant l'arrière d'un navire, on lui cause d'énormes dégâts. Dans un feu de cataclysme, l'Orient s'embrase. Le combat est rapproché. Bruet vide son pistolet sur les Anglais. Atteint par plusieurs balles, il se bat jusqu'à la fin. Bruet mourut d'une façon très digne. Il avait commencé par être blessé 2 fois, légèrement à la main, à la tête. Il avait refusé de se faire soigner. Et puis, à 19h30, c'est joué le drame. Il a été coupé en 2 par un boulet. À ce moment, 5 navires anglais entourent l'Orient. Désormais, une proie à leur portée. Le capitaine de l'Orient, Casabianca, tente de retrouver son fils de 9 ans disparu dans la fournaise. Il le retrouve mortellement blessé et meurt à ses côtés. Cet épisode héroïque a ému l'opinion publique anglaise de l'époque, pourtant résolument anti-française, au point qu'un poète anglais a écrit ces vers à la gloire de Casabianca et de son fils. The boy stood on the burning deck. Once all but he had fled. The flames that lit the battle's wreck shone round him, all the dead. Les objets les plus personnels sont les plus émouvants. À qui ont-ils appartenu? Ils évoquent une vie simple, des gestes du quotidien, la douce banalité de la vie, si loin de la tragédie. Ces chaussures, qui les a portées? À quoi pensait l'enfant qui les a chaussées pour la dernière fois? Se savait-il en danger? Comment est-il mort? Atrocement sûrement. Dans cette nuit d'apocalypse, à 22h30, le superbe vaisseau amiral a rendez-vous avec sa mort. Une mort grandiose. L'explosion qu'il envoie au fond est si forte qu'on l'entend à 35 km et qu'elle illumine toute la baie d'Aboukir. L'explosion a été telle que le combat naval s'est arrêté pendant 10 minutes. Les adversaires étant assommés par le bruit et occupés à éteindre les incendies causés par les débris enflammés de l'explosion. Certains scientifiques pensent que l'explosion de l'Orient par sa violence fut sans équivalent depuis l'invention de la poudre. Les témoignages qui nous sont parvenus attestent que parmi les marins présents, aucun n'avait jamais imaginé qu'on puisse supprimer autant de vies humaines en un seul instant. Les relevés sous-marins vont permettre de reconstituer avec précision cette explosion cataclysmique. Voici ce qui reste de la coque de l'Orient. C'est en fait la partie centrale de la coque. C'est assez impressionnant à voir. Elle est assez bien conservée. Cette partie centrale fait environ 40 mètres par 15 mètres de large. Tout l'arrière ainsi que l'avant ont disparu. En effet, à l'arrière, il y avait la soute à poudre. C'était une soute à poudre qui contenait une quantité énorme. Et quand l'explosion a eu lieu, l'arrière a été pulvérisé. Il y en a été de même à l'avant. Il y avait un dépôt de poudre pendant la bataille. Quand ça a explosé, l'avant a disparu. Presque inconscient, Nelson monte sur le pont pour voir brûler la coque de l'Orient. Il sait que désormais, il est entré dans la légende.
Tout à sa victoire, il n'en envoie pas moins des chaloupes pour repêcher les survivants. La violence de l'explosion a littéralement fait fondre le doublage en cuivre de la coque de l'Orient. John Nichol, le canonnier anglais, se souvient. When we ceased firing, I went on deck and an awful sight it was. The whole bay was covered with French bodies, mangled, wounded and scorched. There were a number belonging to Lorient who had swam to the Goliath. Poor fellows. Thus terminated the glorious 1st of August, the busiest night in my life. Mais des soldats français n'ont pas renoncé à combattre et s'affrontent désespérément aux Anglais. Parmi eux, l'amiral du Petit Thouars commandant le Tonnant, gravement blessé pendant un assaut. Le Tonnant, il a été cité à l'ordre de l'armée et est considéré comme le grand héros de cette bataille. Du Petit Thouars avait fait, dit-on, clouer son pavillon sur son mât pour ne pas amener le pavillon. Ils se sont battus jusqu'au bout. Du Petit Thouars, je dirais, avec énormément d'héroïsme à l'antique. Du Petit Thouars a eu un pied arraché. Il a été suturé. Pour arrêter l'hémorragie, il a plongé son pied dans un sac de son, ce qui se faisait à l'époque, et il va mourir face à ces hommes, totalement vidé de son sang. Après la mort de l'amiral du Petit Thouars, l'équipage du Tonnant se bat encore pendant de longues heures. Il est le dernier à se rendre le 2 août 1798 dans l'après-midi. C'est la fin de la bataille navale d'Aboukir. Cette bataille navale d'Aboukir s'est soldée pour les Français par la perte de 13 navires. 3 ont été coulés: l'Orient, l'Artémise, la Sérieuse. Tous les autres navires capturés par les Anglais ont été soit ajoutés à leur flotte, soit brûlés à la côte. 4 navires français ont pu s'échapper, car la flotte anglaise n'était pas en mesure de les poursuivre. Ship's company, have a care. Juste troublé par les appels des blessés, le silence tombe sur le champ de bataille. We give humble thanks to our Lord our God for entrusting to us such a glorious victory. We give thanks for the courage of our men. We implore our God, our Father in heaven. Le moment est impressionnant. Les équipages de la flotte britannique se figent comme un seul homme, et dans le silence monte une prière vers les morts. Indistinctement, tous les morts. L'îlot Nelson, que Franck Gaudiot parcourt avec recueillement, est le plus grand cimetière marin de tous les temps. Ici sont enterrés les 1700 morts français et les 900 morts anglais. L'issue de cette bataille modifia pour longtemps l'équilibre du monde. L'effet immédiat de la campagne d'Égypte est désastreux. L'armée d'Orient est prisonnière de sa conquête, totalement coincée. Les Anglais ont la maîtrise de la Méditerranée. Pire, les Anglais réussissent à susciter la deuxième coalition anti-française, c'est-à-dire que la France est de nouveau en guerre avec toute l'Europe. Bonaparte, à la tête de l'armée de terre, poursuit sa campagne d'Égypte. Pour l'ambitieux Corse qui, dans la tradition française d'impunité des puissants, n'en rendra jamais compte, cette défaite navale n'est qu'une péripétie dont le seul responsable est Bruet. 1 an après ce considérable échec militaire, Bonaparte revient en France. 6 ans plus tard, il est couronné empereur, mettant l'Europe à feu et à sang, jusqu'à son exil à Sainte-Hélène, où il meurt à 52 ans. Quant à Nelson, avec la victoire d'Aboukir, il entre dans la légende par la grande porte de l'histoire. 7 ans plus tard, en 1805, les flottes françaises et anglaises s'affrontent de nouveau à Trafalgar. Nelson l'emporte une nouvelle fois, mais grièvement blessé, il meurt pendant la bataille. Il existe un lien entre cette ultime bataille de Nelson et l'Orient dont la base du mât gît dans les fonds d'Aboukir. Car dans l'histoire tragique des hommes, tout est symbole. La partie supérieure du grand mât de l'Orient a été récupérée après la bataille
par un capitaine britannique qui l'a offert à Nelson. C'est dans le bois de ce mât qu'on tailla son cercueil. On ne peut pas ressusciter les hommes. Tout juste peut-on, comme le fait Franck Gaudiot, les évoquer en reconstituant leur histoire grâce à tous ces objets témoins que la mer a ensevelis, qu'elle veut bien parfois restituer et qui nous parlent. C'est ainsi que le passé retrouvé devient l'histoire.